Et si vous pouviez influencer n'importe qui, transformer un refus en accord et obtenir toujours ce que vous voulez, découvrez les secrets de la manipulation, du langage corporel et de la psychologie sombre pour prendre enfin le contrôle. Bonjour, je suis Gabriel Moreno et vous écoutez Manipulation, le guide secret de la psychologie noire pour analyser les gens et renforcer vos techniques de persuasion secrète grâce au langage corporel, à la PNL, à la psychologie et à l'influence dans les relations. Mis à votre disposition par United Audiobooks français, j'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Manipulation. Le mot redouté avec un M qui fait frémir la colonne vertébrale de nombreux individus aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une violation de l'autonomie d'autrui. Dans le pire, d'une véritable malveillance. Cependant, comme la plupart des choses, la manipulation en tant qu'art n'est pas intrinsèquement mauvaise. Il est probable que les choses et les personnes qui vous entourent vous manipulent tout le temps. Vous avez peut-être vous-même utilisé des tactiques de manipulation sans même le savoir. Elles ont peut-être fonctionné ou peut-être pas. La question était que la manipulation se produit autour de nous. Mais avant de plonger dans le sujet, explorons ce que signifie réellement la manipulation. Le mot « manipuler » signifie littéralement « avec la main ». Il fait référence à l'action de façonner ou de prendre le contrôle de quelque chose de physique avec les mains ou à proximité. Lorsque l'on pense à la manipulation, il est facile d'imaginer un maître de marionnettes derrière le rideau, manipulant les mouvements de chaque marionnette avec ses propres doigts. Selon le dictionnaire de Cambridge, manipuler signifie contrôler quelqu'un ou quelque chose pour en tirer un bénéfice personnel, souvent de manière injuste ou malhonnête. Cela signifie que pour manipuler quelque chose, 3 composants sont nécessaires. Une intention délibérée d'induire. Un avantage clair pour le manipulateur. Une stratégie qui exploite la faiblesse d'une autre personne. Il est important de clarifier le premier facteur, l'intention délibérée. Bien qu'il soit tout à fait possible de manipuler quelqu'un sans intention, la véritable manipulation est, par définition, délibérée. Pour participer activement à des jeux de pouvoir psychologique, il faut être un génie. Bon nombre des tactiques utilisées par les manipulateurs sont stratégiques et nécessitent un plan d'action bien pensé et une prise de décision claire. Pour appliquer pleinement ces tactiques de manipulation, dont beaucoup incluent souvent un certain type de tromperie ou de comportement coercitif, il faut être entièrement conscient de ce que l'on fait. Le deuxième composant est tout aussi critique. Vous avez quelque chose à gagner de l'acte de manipulation. Sinon, pourquoi vous embêteriez-vous à le faire? Personne ne manipule les autres sans raison. Peut-être pour le plaisir, auquel cas, ce que l'on gagne est le plaisir. La plupart du temps, la personne manipulée risque de perdre quelque chose. Par exemple, si une jeune femme manipule son petit ami pour qu'il reste à la maison en lui faisant ressentir de la culpabilité, elle gagne le fait de l'avoir pour elle toute seule pendant la soirée, tandis qu'il renonce à sa liberté de sortir comme il l'entend. Parfois, la victime ne perd rien, mais généralement, c'est que le manipulateur lui a fait croire qu'il n'était pas en désavantage. Le dernier ingrédient n'est pas seulement une stratégie fondée sur des observations détaillées et de l'expérience, mais elle reste également cachée pour tout le monde. Si personne n'est conscient de la manière dont la manipulation se déroule dans la vie, il est très difficile de la cerner. Même si l'on est bien informé, la manière dont fonctionne la manipulation est qu'elle absout les parties de la culpabilité. Peu importe comment vous discréditez quelqu'un, il a toujours un plan A, B ou C. Disons que le petit ami de la jeune femme soupçonne, après plusieurs occasions, qu'elle le fait culpabiliser délibérément. Il l'affronte à ce sujet, l'accusant de ne pas se soucier de sa propre vie. En réponse, elle lui dit « Pourquoi ferais-je cela? J'ai simplement exprimé mes besoins. C'est à toi d'exprimer les tiens. » Il lui répond « Je voulais sortir avec des amis, mais tu ne m'as pas laissé. » Elle réplique « Je ne t'ai jamais forcé à rester à la maison. C'est toi qui as choisi. » Peu importe combien il essaie,
Elle peut nier ou justifier chacune de ces lignes de défense. Il n'a aucun moyen de prouver qu'elle l'a induit en erreur pour prendre cette décision. Alors, pourquoi voudriez-vous apprendre à manipuler? D'un côté, vous lisez probablement ceci pour découvrir les secrets des maîtres manipulateurs et vous protéger d'eux. Une autre raison peut être que, au fond, vous souhaitez apprendre et pratiquer vous-même des tactiques de manipulation. Ne soyez pas timide ni honteux. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Dans de nombreux cas, la manipulation est plutôt une forme acceptée de prospérer, par exemple dans votre milieu de travail. La manipulation, bien qu'étant par définition une transgression morale, si vous tenez à respecter l'autonomie des autres, n'a pas besoin d'être toujours mauvaise. Bien sûr, elle ne l'est pas si vous l'utilisez avec les meilleures intentions. Après tout, la dynamique du pouvoir est toujours en arrière-plan de nos interactions. Les écrivains et les orateurs sont parmi les meilleurs manipulateurs, mais nous utilisons des termes plus élégants pour les appeler ainsi. Ce sont des artisans du mot persuasif. Les hommes politiques et les leaders sont parmi les meilleurs manipulateurs. Certains types de manipulation sont même normalisés, comme la manière dont une femme belle peut flirter et battre des cils pour obtenir ce qu'elle veut, ou comment les influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent affiner tout ce qu'ils font ou disent pour créer une image particulière qui résonne davantage avec les publics. Dans cet ouvrage, vous trouverez un guide complet sur tout ce qui touche à la manipulation, de la compréhension de la psychologie des autres à la gestion de la perception qu'ils ont de vous. Ce que vous apprendrez vous aidera à lutter contre toute tactique utilisée contre vous. En même temps, vous pourrez utiliser de manière responsable les outils de ce livre pour votre propre bénéfice. Soyons réalistes. Le monde fonctionne avec le pouvoir et l'influence. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les, ou mieux encore, découvrez les secrets de la manipulation, de la persuasion et de la psychologie humaine pour mieux vous en sortir dans votre travail, votre famille et votre vie sociale. Chapitre 1. Psychologie noire et types de manipulation. Bienvenue à la psychologie noire de base, une discipline qui utilise l'art de la psychologie pour avoir un avantage sur les autres, à leur insu. Bien que ce ne soit pas un domaine d'étude officiel, la psychologie noire se concentre sur tous les aspects sombres de la nature humaine et de la psychologie sociale. Selon la thérapeute texane Melissa Stringer, chaque individu est un manipulateur. D'après elle, il existe des formes normales de manipulation dans nos interactions sociales, comme les stratégies pour établir un contact visuel ou sourire. Ces actes ont pour objectif principal de se connecter avec les autres ou de paraître sympathique. Cette manipulation devient noire ou toxique lorsque les gens l'utilisent pour contrôler les autres contre leur volonté de manière dissimulée. Pour différencier les tactiques normalisées de la psychologie sociale et les stratégies plus insidieuses de la psychologie noire, vous devez connaître les types courants de manipulation. Type de tactique de manipulation. Toutes les tactiques de manipulation suivent un schéma commun. Elles évitent la communication directe, exonèrent le manipulateur de la culpabilité et sont dissimulées. Elles semblent inoffensives et presque indétectables si l'on ne sait pas quoi chercher. Mensonge, hyperbole, déni, culpabilisation, faire semblant de ne pas savoir, accuser, traitement silencieux, changement de sujet, agressivité passive, gaslighting, exploiter les faiblesses connues, exploiter les émotions fortes, intimidation ou coercition, escalade de niveau et triangulation. Selon Preston Nee, expert dans l'aide aux manipulateurs pour qu'ils apprennent à communiquer de manière plus efficace, les stratégies de manipulation peuvent être divisées en 5 catégories. Première, manipulation négative. Faire honte, critiquer sans cesse, pression sociale, menacer, exclure. Deuxième, manipulation positive. Faux gentillesse, flatterie, appel à la vanité, fausses promesses. Troisième, tromperie et intrigue. Mentir, tromper, voler, prendre des raccourcis peu éthiques,
donner des excuses, accuser, éviter la responsabilité. 4e, incapacité stratégique, jouer la victime, culpabiliser. 5e, hostilité et abus, intimidation, harcèlement, accès de colère, abus. Pourquoi les gens manipulent-ils? Bien que de nombreuses personnes puissent appliquer certaines de ces techniques de manipulation, elles ne font pas partie intégrante de leurs interactions quotidiennes. Ceux qui manipulent fréquemment, voire de manière chronique, comme méthode pour obtenir ce qu'ils veulent, ont des raisons bien ancrées de le faire. Voici plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours à la manipulation plus que d'autres. Le désir ou le besoin de contrôler. Il se peut qu'elles aient des sentiments de faible estime de soi ou d'auto-évaluation. De nombreux manipulateurs ont grandi avec peu de compétences en communication ou en relations interpersonnelles. Elles peuvent avoir peur de l'abandon, de l'infériorité ou de la faiblesse, ou d'être jugées. Un trait commun est l'incapacité de faire face à leurs défauts personnels, ce qui les pousse à faire tout ce qu'elles peuvent pour les ignorer. La socialisation, dans certains environnements, entraîne les individus à utiliser des tactiques de manipulation. Par exemple, certaines cultures ou familles normalisent le comportement manipulateur, sans oublier que certains considèrent la manipulation comme un raccourci pour obtenir des avantages sociaux, politiques ou financiers. Et surtout, les manipulateurs n'ont aucun problème à mettre leur propre personne avant celle des autres. Cette dernière raison est ce qui sépare la manipulation délibérée et nuisible de l'influence quotidienne et normale. On peut dire que beaucoup de ces raisons sont courantes chez de nombreuses personnes qui ne ressentent pas le besoin de manipuler pour survivre ou prospérer dans la vie. La distinction réside dans les inclinations morales et leur éducation. La manière dont une personne est socialisée en grandissant et d'où elle tire sa boussole morale détermine si elle s'engage dans des tactiques de psychologie noire. Par exemple, certains environnements sont plus compétitifs, ce qui pousse à avoir recours à des coups bas. Ce à quoi on pense d'abord, c'est un environnement de travail dans une entreprise où les employés sont en concurrence pour gravir les échelons. Cependant, la vie familiale pendant l'enfance peut aussi être une expérience angoissante et difficile qui modifie le comportement. En luttant pour l'amour ou l'approbation des parents, un enfant peut apprendre que les tactiques de manipulation sont des raccourcis pour obtenir ce qu'il veut. Les parents ou la famille peuvent enseigner aux enfants ce qui est bien ou mal, les compétences en communication ou leur absence et la perception de soi. De plus, grandir avec un sentiment d'infériorité est une clé de la dépendance à la manipulation. Comme l'a dit le médecin et psychiatre Alfred Adler, plus le sentiment d'infériorité est grand, plus l'impulsion de conquête est puissante et plus l'agitation émotionnelle est violente. Le complexe d'infériorité est un facteur commun chez les personnes manipulatrices. Le développement du comportement manipulateur commence par 3 ingrédients: la dynamique familiale, l'exclusion ou le désavantage social durant l'enfance, et un environnement qui favorise les machinations trompeuses pour obtenir du pouvoir et de l'acceptation sociale. Cela n'explique pas pourquoi de nombreuses personnes luttent également contre la faible estime de soi, la faible capacité de communication, toutes les peurs énumérées précédemment, etc., et ne développent pourtant pas un comportement manipulateur. La personnalité joue également un rôle important dans l'orientation d'une personne vers la manipulation. Personnalité et psychologie noire. Certaines personnes sont simplement plus susceptibles d'utiliser la manipulation que d'autres. En ce qui concerne les personnes saines, sans diagnostic mental, certaines combinaisons des 5 grands traits de personnalité sont plus propices à la manipulation. Dans le cas des personnes diagnostiquées avec des troubles psychiatriques, le comportement manipulateur est assez courant chez celles ayant des types de personnalité du cluster B. Le groupe du cluster B inclut le trouble de la personnalité limite, le trouble narcissique de la personnalité et le trouble antisocial de la personnalité. Les personnalités de la triade noire. Les chercheurs Delroy Paul Huss et Kevin Williams
On crée la triade noire pour décrire 3 groupes de traits de personnalité qui révèlent le côté le plus sombre de la nature humaine: le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Le narcissisme se caractérise par une surestimation ou une arrogance exagérée, une focalisation sur la vanité, un désir d'être le centre d'attention et une quête continue de supériorité et d'estime de soi. Le machiavélisme décrit un besoin de naviguer dans le monde à l'aide de stratégies cyniques et impitoyables pour obtenir du pouvoir, quel qu'en soit le prix. L'obtention du contrôle, l'exploitation des opportunités ou la réalisation d'un grand objectif sont plus valorisés que l'éthique ou la morale. La psychopathie est l'absence d'empathie ou de connexion émotionnelle, dissimulée sous une fine couche de charisme et de confiance. Bien qu'ils soient influents, les psychopathes sont aussi impulsifs, risqués et agressifs. Tandis que le machiavélique peut suivre le code moral de la société tant qu'il obtient ce qu'il veut, le psychopathe est souvent prêt à causer des torts pour le plaisir sadique. La triade noire a un point commun: le facteur D. Selon l'Université de Copenhague, le facteur D est la tendance d'une personne à se placer en premier, au détriment des autres, tout en maintenant des croyances qui justifient réellement de telles actions. C'est la disposition à nuire aux autres et à rationaliser les torts causés en privilégiant ses propres besoins. Toutes les personnes se situent sur le spectre du facteur D, mais celles qui y sont les plus fortes ont tendance à présenter des traits de personnalité sombres, tels que l'égoïsme, le sadisme, l'intérêt personnel, le ressentiment, le besoin d'attention et la déconnexion morale. L'impact de la manipulation sur les victimes. Maintenant que nous avons examiné les manipulateurs, qu'en est-il des effets des tactiques mentionnées sur leur cible? Malheureusement, la manipulation chronique, qu'elle soit malveillante ou entièrement intéressée, laisse une traînée de destruction. Les traits les plus courants chez les victimes sont les suivants: éviter les conflits, difficulté à exprimer leurs besoins ou leurs limites, difficulté à dire non, faible estime de soi, auto-évaluation, dépendant de l'utilité perçue, c'est-à-dire de satisfaire les besoins des autres, et un faible sens de soi. Les personnes ayant ces traits ont tendance à être des proies faciles pour les manipulateurs. À long terme, la manipulation constante et l'utilisation de schémas psychologiques sombres peuvent avoir des effets dévastateurs sur les victimes. En particulier dans les relations proches, qu'elles soient platoniques ou romantiques, les comportements manipulateurs sont nuisibles à la santé physique et mentale. Ils peuvent conduire à la dépression, l'anxiété, le détachement émotionnel, l'isolement social, un manque de confiance, la peur de l'intimité, le ressentiment et la colère, ainsi qu'à une autocritique sévère ou même la critique des autres. La manipulation peut vous surprendre et vous ne ressentez les effets que lorsqu'il est trop tard. Comme les manipulateurs ont le secret et la tromperie de leur côté, vous restez avec la confusion ou le doute. Ce sont des maîtres qui vous font douter de vous-même, de vos souvenirs, croyances et actions. Tant que vous êtes sous leur emprise, vous intériorisez la culpabilité et les accusations du manipulateur. Vous perdez confiance en vous, vous demandant si vous êtes le problème. Pour éviter plus de conflits, vous essayez d'être agréable et coopératif. Dans votre esprit, c'est être respectueux et réduire les problèmes dans la relation. Cependant, vous jouez simplement le jeu du manipulateur. Par exemple, après trop d'interactions stressantes, vous décidez que la passivité est la manière la plus facile d'éviter d'autres discussions. Vous commencez à marcher sur des œufs autour du manipulateur, affinant chaque détail de vos mots et actions pour le garder content. Félicitations, vous êtes piégé dans le jeu du manipulateur. Si jamais vous parvenez à vous libérer du contrôle du manipulateur, vous serez dévasté. Il est plus difficile de faire confiance aux autres. Construire l'intimité et la sécurité dans les relations devient une lutte. En plus des symptômes dépressifs ou anxieux, vous êtes constamment en alerte, cherchant des signes que vous n'aviez pas vus la première fois. Vous commencez à vous juger vous-même et les autres plus sévèrement,
afin d'éviter de devenir vous-même un manipulateur et d'éviter de devenir une autre victime. Comment se protéger de la manipulation? Si vous vous reconnaissez dans les traits communs de la victime idéale du manipulateur, voici quelques façons de vous protéger. Premier, acquérez des connaissances. Apprenez à reconnaître ce qu'il faut rechercher en matière de comportement manipulateur. Comprenez les techniques courantes afin de ne pas tomber dans le piège au moment où cela se produit. 2. Restez vigilant. Avec les informations dont vous disposez, restez attentif. Les manipulateurs analysent toujours les réactions et comportements des gens pour étayer leur stratégie. Vous devez également observer comment ils agissent lorsque vous révélez des informations personnelles ou montrez des émotions, et comment ils réagissent lorsque vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Plus que tout, les actions vous en diront bien plus sur un manipulateur potentiel que les mots. Troisième, concentrez-vous sur le renforcement de l'estime de soi. Plus votre estime de soi et votre sens de soi seront forts, plus vos défenses seront solides. Cela peut être un long voyage qui nécessite son propre livre, mais nourrir l'estime de soi vous permet de vous mettre en premier, pas de manière manipulatrice, mais de manière auto-affirmée. L'estime de soi vous garde fort face à la culpabilité ou à la culpabilisation, car vous connaissez votre vérité. Quatrième, prenez note des émotions. Comment vous sentez-vous après avoir interagi avec la personne que vous suspectez d'être un manipulateur? Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir ainsi? Le suivi de vos réactions après chaque interaction vous aide à mieux analyser les tactiques de manipulation utilisées. Cinquième, établissez des limites. Exercez-vous à être assertif en communiquant quels comportements vous tolérerez et lesquels vous ne tolérerez pas. Les manipulateurs peuvent rencontrer des difficultés face à la confrontation. Bien que cela ne leur plaise pas, leur parler directement de ce que vous ressentez et de ce que vous n'acceptez pas vous rendra le pouvoir. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 2. Les secrets de la persuasion. La persuasion est l'acte simple de convaincre ou d'influencer les autres pour qu'ils se mettent de votre côté. Il n'y a personne sur Terre qui n'ait jamais eu recours à la persuasion. En général, la persuasion décrit les nombreuses formes qui peuvent être utilisées pour pousser les autres dans la direction souhaitée. Utilisée en politique, dans les ventes, le marketing et d'autres organisations, les tactiques de persuasion sont essentielles pour faire la différence dans divers objectifs et agendas. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir, ou avoir besoin, d'utiliser la persuasion. La raison la plus évidente est de recevoir quelque chose en retour. Par exemple, une augmentation de salaire de la part de votre patron. On peut aussi vouloir recueillir des informations, par exemple, un journaliste lors d'une interview, faire changer d'avis quelqu'un, demander une faveur, faire appel à un but plus noble, par exemple, collecter des fonds pour une cause sociale, commercialiser ou vendre un produit, encourager quelqu'un à améliorer ses mauvaises habitudes, par exemple, convaincre un ami d'arrêter de fumer, aider à prendre une décision ou améliorer les relations personnelles. L'objectif de la persuasion est d'adopter comme la vôtre l'attitude, la croyance ou la perspective qui est promue. En d'autres termes, elle ne force ni ne contraint les autres à se soumettre à notre demande ou opinion. La persuasion nécessite un processus de réflexion et de prise de décision qui intègre votre raisonnement en tant que partie prenante. Persuasion versus manipulation. Quelle est la différence entre un comportement persuasif et un comportement manipulateur? Les deux sont très similaires
en termes d'objectifs et de certaines techniques utilisées. Cependant, la grande différence réside dans l'impact de l'un par rapport à l'autre. Bien que la manipulation ne soit pas toujours dangereuse ou terrible, ce que toutes les tactiques manipulatrices ont en commun, c'est qu'elles violent la morale. Dans ce cas, définissons la morale selon les idées du philosophe Emmanuel Kant. Être moral, c'est voir chaque personne comme un individu doté de rationalité, parfaitement capable de prendre ses décisions et de contrôler ses actions. En d'autres termes, ces personnes ne sont pas des objets que les manipulateurs se sentent autorisés à modeler à leur guise. La manipulation suppose que les gens ne méritent pas l'effort de présenter un argument persuasif, raisonnable et honnête. Cela leur donnerait le pouvoir de prendre leurs propres décisions. Au lieu de cela, les manipulateurs préfèrent influencer les gens avec de fausses perspectives et des mensonges, limitant ainsi leur capacité à prendre des décisions claires. Voici un exemple de persuasion. Vous essayez de convaincre votre ami de chercher de l'aide pour ses problèmes d'alcool. Ce faisant, vous faites appel à votre relation étroite et montrez que vous vous souciez de lui. Après avoir vu votre père lutter contre l'alcoolisme, vous ne voulez pas voir un autre proche vivre la même chose. Vous mentionnez quelques ressources dont vous avez entendu parler et êtes prêt à aider de toutes les manières possibles. Voici maintenant un exemple de manipulation. Pour convaincre votre ami d'arrêter de boire, vous faites allusion au fait que votre père était alcoolique et que cela a affecté négativement votre vie et votre famille. Lorsque vous vous confrontez à lui, vous le blâmez pour ne pas penser à l'impact de son comportement sur vous. Si vous étiez à sa place, vous chercheriez de l'aide pour vous remettre de votre dépendance à l'alcool. Dans les deux cas, votre ami pourrait prendre la décision que vous souhaitez qu'il prenne. Cependant, dans le premier exemple, il se sent soutenu, accepté et plein d'espoir, tandis que dans le second, il se sent coupable, honteux et obligé de changer son comportement, non pas pour lui-même, mais par obligation. La manipulation est plus impitoyable et dissimulée, tandis que la persuasion influence tout en maintenant l'honnêteté. Pourquoi la persuasion est-elle utile? Apprendre les techniques de persuasion est utile pour passer au niveau supérieur. Cela vous permet de demander et d'exiger vos droits en matière de limites. Cela vous aide à améliorer vos options professionnelles, à augmenter votre statut social et à maintenir des relations harmonieuses avec les autres. Avec la persuasion, vous pouvez mieux défendre vos besoins, exposer votre cas dans n'importe quelle situation et négocier pour obtenir ce que vous souhaitez. La première impression. La capacité d'influencer les autres dépend de la première impression. Les recherches montrent que la première impression peut affecter et prédire l'opinion que les autres ont de vous. Avec ces opinions viennent également la manière dont ils vous traitent et respectent vos idées. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la façon dont vous êtes perçu. Vos mots, la manière dont vous les prononcez, vos actions, votre posture, votre langage corporel et d'autres signaux non verbaux. Même si vous avez l'argument persuasif parfait, vous pouvez vous nuire si vous parlez d'une voix tremblante, si vous vous voûtez ou si vous avez une apparence négligée. La première impression, ou votre apparence en général, peut être importante pour une autre raison. Si vous voulez convaincre une personne ou un public, vous présenter avec une image attrayante les attirera davantage. Cela, connu sous le nom de flatterie, permet de gagner leur approbation avant même de commencer à parler. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, la première impression peut déterminer comment votre patron vous traitera, votre salaire et les attentes concernant vos performances. Faire appel aux normes du lieu de travail, comme s'habiller de manière professionnelle et parler avec assurance, permet de gagner l'approbation de l'intervieweur. Conseils pour améliorer votre première impression. Vous allez avoir un rendez-vous, rencontrer quelqu'un d'important pour la première fois ou vous préparer pour un entretien d'embauche. Utilisez ces conseils pour améliorer cette première impression essentielle. Tout d'abord, connaissez votre public cible, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe. Ensuite, choisissez comment vous voulez vous présenter aux gens.
Quelle image vous aidera le plus dans vos efforts de persuasion? Rappelez-vous, la confiance est la clé. En cas de doute, faites semblant d'avoir confiance en vous. Montrez-le par votre langage corporel, un contact visuel fort et une voix ferme et projetée. Maintenez une bonne posture et contrôlez votre respiration. Assurez-vous de parler lentement. Respirez entre chaque phrase pour rester calme. Un autre conseil est de prendre soin de votre apparence physique et de vous habiller de manière appropriée, car ces éléments peuvent affecter la façon dont les gens vous perçoivent. La façon dont vous vous présentez est également un facteur important dans votre première impression, alors préparez-vous en pratiquant votre argumentaire ou ce que vous avez l'intention de dire pour persuader votre cible. Enfin, écouter est aussi important que parler, voire plus. Être attentif à votre public cible vous aide à vous accorder avec les commentaires à votre sujet. Cela peut non seulement vous aider à mieux argumenter, mais lorsque l'autre personne vous voit intéressé, elle devient plus favorable envers vous. Avec la première impression, réviser vos compétences en communication est une excellente stratégie à long terme pour devenir plus habile en persuasion. Les meilleures tactiques de persuasion que vous devez connaître. Augmentez votre attractivité. Le simple fait d'être plus présent dans la vie de quelqu'un et de lui sourire, de faire preuve de gentillesse, peut augmenter vos chances de le persuader au moment venu. Faites appel à un besoin. Concentrez-vous sur les besoins humains de l'amour, de la sécurité et de l'acceptation. Déclenche le pouvoir de la réciprocité. Lorsque vous faites quelque chose pour les autres, qu'il s'agisse d'une tâche ou d'un geste, ils se sentent obligés de rendre l'appareil. Utilisez le principe de l'influence sociale. L'ascension sociale est un désir humain naturel. Utilisez cette tactique pour montrer que le comportement est normalisé et conforme aux normes sociales. Faites appel à la morale. Les gens n'aiment pas se sentir coupables ou honteux. Au lieu de les faire se sentir coupables, faites appel à leurs meilleurs instincts moraux pour qu'ils acceptent votre demande. Complimentez l'autre personne. Félicitez la personne subtilement avant de lui demander quelque chose. Créez un besoin avec le principe de rareté. Agissez comme s'il y avait une disponibilité limitée ou que le temps était compté. Les autres ressentiront le besoin de se précipiter ou considéreront votre offre comme une opportunité importante, même s'ils ne l'avaient pas initialement envisagée. Utilisez des mots forts, chargés. Utilisez des mots plus efficaces qui font mieux appel aux émotions. Par exemple, un orateur en faveur de l'avortement pourrait utiliser des termes chargés comme meurtre et voler une vie pour décrire l'avortement. Créez un point d'ancrage. Soyez toujours le premier à faire une offre lors d'une négociation. Cette proposition initiale deviendra le point d'ancrage du processus décisionnel. Pensez à un enfant qui suggère 10 $ pour son allocation hebdomadaire, ce qui influencera la décision de ses parents, qui n'auraient pas proposé initialement moins que cette somme. Exploitez la règle de l'engagement. Lorsque quelqu'un nous rend un petit service, cela nous incite à faire d'autres demandes. Cela est dû au sentiment positif qu'ils ont ressenti après avoir montré de la gratitude. Utilisez la psychologie inverse. Vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, pour vous ou pour lui-même. Dites-lui de ne pas le faire. Pour pratiquer vos capacités de persuasion, essayez cette technique assez amusante. Convainquez-vous vous-même. Dans votre tête ou sur papier, faites semblant de convaincre quelqu'un d'une croyance ou d'une opinion particulière. Si cela fonctionne pour vous, cela pourrait aussi fonctionner pour les autres. Cela pourrait aussi vous aider à abandonner une mauvaise habitude ou à choisir des arguments plus puissants. Comment éviter d'être persuadé? Si vous voulez vous protéger d'être persuadé, ou au moins savoir quand cela se produit, restez attentif aux sophismes logiques. Parfois, les choses peuvent sembler persuasives, mais en réalité, elles sont mal informées ou erronées. Bien que se laisser persuader ne soit pas toujours mauvais, il faut simplement s'assurer que l'on est influencé pour une bonne raison. Pour cela,
vous devez comprendre les sophismes logiques suivants. Chapitre 3. Les clés de l'influence émotionnelle. La manipulation émotionnelle désigne l'acte d'utiliser l'état émotionnel d'une personne comme moyen de l'influencer, de la contrôler ou de l'exploiter. Les émotions sont la porte d'entrée aux actes impulsifs. Lorsque les individus sont pris au dépourvu, ils manquent de rationalité dans un moment de passion, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas reconnaître la manipulation. Comme les émotions sont nos sensations viscérales et subconscientes, nous n'avons pas toujours un contrôle ou une conscience complète de celles-ci, et ce, bien après l'événement. À ce moment-là, le manipulateur obtient ce qu'il veut avant même que vous ne vous en rendiez compte. Les techniques d'influence émotionnelle fonctionnent parce que les émotions sont plus instantanées que la rationalisation. Elles brouillent le processus de prise de décision. Selon les recherches, les émotions sont fortement liées à l'apprentissage, à la mémoire, à la résolution de problèmes et à la perspective personnelle. Les émotions intenses, telles que la peur ou le stress, motivent plus de la moitié de nos décisions quotidiennes. Considérez les émotions comme un moyen rapide de toucher le cœur d'une personne. Plutôt que de faire appel à sa logique ou de prendre du temps pour exprimer les pour et les contre, vous pouvez simplement faire appel à sa sympathie. Les manipulateurs savent qu'il est impossible de prendre une décision purement rationnelle. Le cerveau est conçu pour utiliser l'émotion comme un indicateur d'importance. Les souvenirs associés à des émotions fortes ont plus de chances de perdurer. Si quelque chose a peu d'importance émotionnelle, il est inefficace pour le cerveau de stocker le souvenir ou l'information de manière durable. Le processus de prise de décision nécessite des émotions, car la rationalité objective ne s'adapte jamais pleinement à l'individu. Même la personne la plus contrôlée et logique prend des décisions basées sur des valeurs personnelles, qui sont directement liées aux émotions. La perspective est également façonnée par les émotions liées aux expériences passées. Ce que nous ressentons par rapport à quelque chose détermine notre vision de cette chose. Lorsqu'on acquiert une compréhension fine de la psychologie d'une personne, on peut manipuler sa perspective sur quelque chose ou y répondre de manière adéquate. D'un autre côté, l'influence émotionnelle présente certains inconvénients. Étant donné que les émotions sont changeantes et volatiles, les tactiques de manipulation ne peuvent fonctionner que pendant un temps limité. Toute tentative de manipulation des émotions doit reposer sur des faits ou des gains solides. De cette manière, plus tard, lorsque les émotions reviendront à leur niveau initial, la cible pourra continuer à trouver de la valeur dans ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Dans le cas des manipulateurs pathologiques, cela n'est pas le cas, en particulier si la cible ou la victime est proche d'eux. Dans la dynamique familiale ou les relations amoureuses, les manipulateurs passent tellement de temps avec la victime qu'ils peuvent contrôler tous les aspects de sa vie émotionnelle. Signe de manipulation émotionnelle. Lorsque vous êtes manipulé émotionnellement, vous ressentez une sensation de méfiance envers vous-même. L'incertitude et la confusion sont courantes. Vous passez la majorité de vos moments de veille à vous interroger, à vous remettre en question, à rationaliser et à douter de vous-même. L'influence émotionnelle du manipulateur brise la connexion entre votre esprit et vos émotions. Il contrôle désormais vos émotions, même lorsque vous êtes éloigné. Si vous sentez que vous ne pouvez pas révéler votre situation à une autre personne, c'est un autre signe clair de la compétence du manipulateur. Ils peuvent sembler charmants et innocents à l'extérieur. Vos amis et votre famille se sentiront confus par vos préoccupations et les ignoreront. Le manipulateur sait comment isoler la victime de ses proches, surtout dans les relations amoureuses ou familiales. Tactiques habituelles de manipulation émotionnelle. La plupart des manipulateurs utilisent l'influence émotionnelle pour amener quelqu'un à faire ce qu'ils veulent ou pour arrêter un comportement qu'ils n'approuvent pas. Cela peut se manifester de la manière suivante. D'une part, exploiter la volatilité et l'instabilité émotionnelle est une méthode courante.
Plutôt que d'attendre les moments d'émotion intenses, les manipulateurs les créent eux-mêmes. Dans les relations amoureuses, cela est fréquent. Le manipulateur commencera la relation très rapidement et avec beaucoup de passion. Il fera en sorte que la cible se sente comme le centre de son monde, comblé d'éloges, d'amour et d'attention. Beaucoup de manipulateurs peuvent faire des cadeaux ou déclarer des émotions fortes dès le début, comme « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée » après seulement quelques semaines de relation. Leur comportement est tellement surprenant et à la fois tellement flatteur et romantique qu'il prend la cible au dépourvu, l'adoucissant. Après tout, elle n'a jamais ressenti ce genre d'étincelle avec quelqu'un d'autre, et la validation devient addictive. Cette méthode s'appelle bombardement de l'amour. Normalement, après le bombardement de l'amour, le manipulateur a tendance à reculer ou à se distancer délibérément. Le changement soudain de comportement laisse la victime confuse, abasourdie et craignant d'être abandonnée. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal et comment elle peut réparer les choses. En souffrant du manque des émotions fortes et de la passion qui était si amplifiée, les conséquences du retrait sont plus marquées. Maintenant, le manipulateur a la victime exactement là où il la veut. La victime, en raison de son instabilité émotionnelle résultant du bombardement de l'amour, sera prête à faire n'importe quoi pour revenir à la situation initiale. Lorsqu'elle fait ce que le manipulateur veut, peu importe ce que c'est, la cible est récompensée par ces formes de bombardement de l'amour. Le goût de ce que le couple avait auparavant est réconfortant et prometteur. Avec le temps, les comportements souhaités par le manipulateur sont renforcés chez la cible. Faire ce que le manipulateur veut signifie amour et affection. Sortir des sentiers battus signifie détachement et négligence. Ce tiraillement de l'attention émotionnelle constitue la base des relations abusives et toxiques. Une autre technique est similaire au bombardement de l'amour, mais peut être utilisée dans n'importe quelle situation informelle. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne pour la première fois et qu'elle vous donne beaucoup plus d'informations sur elle-même que ce à quoi vous vous attendiez? Comment vous êtes-vous senti? Étrange? Mal à l'aise? Il est probable que vous ne sachiez même pas quoi dire ou comment réagir. Devez-vous partager des informations sur vous, même si vous ne voulez pas le faire? Devez-vous apaiser la personne jusqu'à ce que vous trouviez l'occasion de vous excuser? Partager trop d'informations est un comportement qui se manifeste chez certaines personnes de manière compulsive. Généralement, elles ont du mal à se retenir ou sont des personnes excessivement extraverties. Cependant, certaines personnes, les manipulatrices, le font intentionnellement pour vous attirer dans une situation confuse. Gardez à l'esprit que les options que vous pouvez envisager dans une situation ainsi sont limitées et vous donnent moins de pouvoir sur la conversation. Vous ne savez pas ce qui est socialement acceptable, alors vous suivez par défaut l'exemple de l'autre personne. Vous ressentez même le besoin de répondre en partageant des informations personnelles que vous ne partageriez normalement pas, juste pour que l'autre se sente à l'aise. Les manipulateurs créent l'illusion qu'un lien est en train de se créer en allant trop vite dans le personnel. Ils sautent la conversation légère et passent directement à parler des traumatismes et des regrets de l'enfance. Cela déclenche un besoin automatique de vouloir partager vos faiblesses ou insécurités, leur donnant ainsi plus de carburant pour vous contrôler. Ne jamais accepter la responsabilité ni rendre des comptes de leurs actes est une norme chez les manipulateurs. Cependant, une manière émotionnelle de le faire est de justifier leurs actions négatives par un raisonnement qui vous fait vous sentir coupable. Par exemple, « Je l'ai fait pour toi, pour que tu comprennes ce que tu manques », pourrait dire un manipulateur après que son partenaire l'ait découvert en train de le tromper. Ou un père pourrait rater le match de football de son enfant et, lorsqu'il est confronté, dire « Si tu te souciais de moi, tu voudrais que j'aie du temps pour moi. Je travaille tout le temps. C'est égoïste de ta part d'attendre que j'aille à tous les matchs. » Agir en victime est une marque de manipulation. La culpabilité est une émotion puissante qui peut amener les gens à se laisser contrôler. Ils peuvent invalider votre problème
en insistant sur le fait qu'ils ont vécu quelque chose de bien pire. Ou ils peuvent rendre les choses personnelles pour induire la culpabilité en vous, en utilisant la fallacie de l'homme de paille. Par exemple, une femme peut vouloir que son mari lave les assiettes qu'il utilise, mais il refuse. Lorsqu'elle exprime son inquiétude, il répond « Tu dis que je suis un paresseux? Tu regrettes de t'être marié avec moi après tout ce que nous avons traversé? » Cette affirmation non seulement détourne l'attention de la véritable et juste préoccupation, mais touche également une corde sensible chez sa femme. Maintenant, elle se sent comme une mauvaise personne et est susceptible de s'excuser et de ne plus jamais aborder le sujet. Certaines techniques d'influence émotionnelle moins nuisibles pourraient être tout aussi utiles, sans les problèmes éthiques évidents. D'une part, il est bon d'utiliser des stratégies simples de renforcement et d'association. Lorsque vous commencez une conversation, ouvrez avec des sujets positifs qui créent un sentiment de confiance et de détente chez votre interlocuteur. Le simple fait de faire référence à quelque chose qui suscite de la joie, du rire ou des émotions peut amener votre auditoire à associer ce que vous dites ensuite à ses sentiments. Lorsque vous formulez votre demande, ces émotions élevées le rendent plus susceptible de répondre positivement. Les sourires et le langage corporel positif fonctionnent de la même manière. Faire sourire quelqu'un a un effet immédiat sur son cerveau. Cela déclenche des neurotransmetteurs de bien-être qui créent des émotions positives chez la personne, même si elle ne se sentait pas bien au préalable. Ce conseil est destiné aux personnes qui veulent sortir de leur état d'esprit bas, mais il fait également des merveilles avec les autres. Préparez une blague sympathique, faites un compliment à quelqu'un, ou souriez simplement pour qu'il ressente le besoin de vous le rendre automatiquement. C'est important, car la plupart des gens pensent qu'être sérieux et autoritaire est ce qui fait que les gens se soumettent à vous. La manière de dire les choses peut influencer l'effet émotionnel. Utiliser des mots puissants et émotionnels influencera inconsciemment vos auditeurs. Pour ce faire, vous devez bien connaître votre public cible et vous assurer que les mots que vous utilisez résonnent avec lui. Des mots comme liberté, déchirant, méprisable ou impardonnable sont quelques exemples de mots qui suscitent des émotions. Une autre chose qui provoque une réponse positive chez quelqu'un est de lui demander d'abord son avis. Lorsque vous le faites, la personne se sent flattée et apprécie que vous valorisiez ce qu'elle pense. Toute demande que vous faites après cela a de fortes chances d'obtenir un oui. Exploiter les émotions de quelqu'un pour qu'il fasse ce que vous voulez est utile. Cependant, n'oublions pas l'importance d'influencer les capacités mentales. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment nous pouvons nous approcher des pouvoirs de contrôle mental sans magie en utilisant des compétences psychologiques fondées sur des recherches scientifiques. Chapitre 4. Débloquer le pouvoir du contrôle mental. Bien que nous ne possédions pas encore de pouvoir télépathique, le contrôle mental est possible grâce aux techniques d'influence sociale. Manipuler quelqu'un nécessite une connaissance approfondie de la psychologie humaine permettant de traverser les défenses du cerveau. Une fois que cela est accompli, ils peuvent guider votre esprit pour que vous pensiez ce qu'ils veulent que vous pensiez ou fassiez ce qu'ils vous demandent. Historiquement, le contrôle mental a été étroitement lié au lavage de cerveau, qui n'est pas une condition reconnue dans le domaine de la psychologie. En réalité, le lavage de cerveau est la combinaison de plusieurs théories psychologiques sociales qui agissent ensemble. Le lavage de cerveau désigne l'acte de reformuler l'esprit d'une personne pour qu'il corresponde à une idéologie ou une mentalité souhaitée. Beaucoup de personnes, de manière inconsciente, sont victimes de tactiques de lavage de cerveau dans les sectes et les groupes politiques, tout comme dans les camps de concentration en temps de guerre. Le lavage de cerveau est un acte trop extrême qui se produit dans des cas très spécifiques de conditionnement idéologique. Pour l'instant, concentrons-nous sur le contrôle mental individuel que n'importe qui peut exercer à tout moment. Contrôler l'esprit d'une autre personne peut se faire par des méthodes de conformité
ou des méthodes éducatives, propagande. Qui est le plus susceptible d'être contrôlé mentalement? Ceux qui ont souffert d'abus ou de traumatismes, ceux qui ont coupé ou fermé les liens familiaux et ceux qui sont émotionnellement vulnérables à un moment donné. Compte tenu du pouvoir de l'influence émotionnelle, il est logique que des sentiments tels que l'insécurité, la tristesse ou le désespoir, ainsi que le manque de soutien social sain, mettent une personne dans une position où elle peut être contrôlée mentalement. Comment contrôler l'esprit de quelqu'un? Pour utiliser le contrôle mental efficacement, vous devez devenir un maître dans l'art de lire l'esprit des gens. Le comportement, dont nous parlerons plus tard, n'est pas la seule façon de lire une personne. Comprendre la psychologie générale et faire le bilan de tout ce que vous savez sur quelqu'un vous aidera à mieux le comprendre. Pratiquer cela va au-delà de l'empathie ou de se mettre à la place de l'autre. Vous devez penser à l'esprit de l'autre personne en vous basant sur les informations que vous avez et sur ses signaux verbaux. La première étape consiste à démêler les motivations de l'autre personne. Cela peut être des motivations situationnelles ou ce qui les pousse en général. Pour changer le comportement de quelqu'un vers ce que vous souhaitez, vous devez savoir quelle est sa motivation pour ses actions actuelles. Les gens ont souvent plus d'une motivation, que ce soit l'ambition, l'orgueil, la peur ou l'amour. Vous ne pouvez pas faire appel à toutes ces motivations en même temps. Choisissez plutôt une motivation, de préférence celle qui semble la plus forte et qui résonne avec eux. Tenez compte de ce que vous savez de la personne, ses choix passés, ses principes, ses habitudes, ce qui est précieux pour elle, etc. Ne négligez aucun aspect de sa vie. Sa famille, son travail, ses relations et ses loisirs peuvent vous indiquer ce qui la motive le plus. Ensuite, réfléchissez à ce que vous voulez qu'ils fassent. Qu'est-ce qui les empêche également de vouloir le faire? À cette étape, il n'est pas nécessaire d'analyser. La meilleure façon d'obtenir cette information est de leur poser la question directement, de la manière la plus douce possible. Il y a deux réponses possibles. Ils peuvent avoir une bonne raison pour laquelle ils n'aiment pas votre suggestion, ou ils peuvent se dire qu'ils n'aiment tout simplement pas l'idée, mais sans raison spécifique. La première réponse vous donnera l'information dont vous avez besoin. En revanche, la seconde réponse vous donne une opportunité. Au moment où la personne fait l'effort d'expliquer son raisonnement, vous pouvez prendre doucement la relève et la persuader. Il existe de nombreux autres conseils pour influencer la décision de quelqu'un. Le langage joue un rôle important. Par exemple, utiliser le mot « disposer » après une demande refusée peut changer la décision de quelqu'un. Disons que vous demandez à quelqu'un de vous accompagner à un concert, mais que cette personne n'aime pas la liste des artistes qui participeront. Elle peut refuser, après quoi vous pouvez dire « Je pensais que tu étais disposé à élargir tes goûts musicaux ». Cela fonctionne parce que cela s'adresse à la volonté de la personne, qui est une extension de ce qu'elle est. Les gens sont plus susceptibles de réagir favorablement si leur identité est remise en question. Une autre méthode consiste à amener l'autre personne à sentir que votre idée était la sienne. Bien que cette technique nécessite de la patience et étouffe votre ego, elle fonctionne à merveille. Cela nécessite généralement de commencer une conversation, de donner des indices et de poser des questions subtiles qui conduiront votre objectif dans la bonne direction. Lorsque la personne arrive à la conclusion que vous désirez, vous la félicitez pour une excellente idée. Cela sonnera bien mieux que si vous l'aviez suggéré directement. Voici une façon plus pratique et moins trompeuse d'installer votre idée dans l'esprit de quelqu'un. Au lieu de suggérer votre idée directement, commencez par expliquer votre raisonnement. Si l'autre personne a sa propre opinion ou idée qu'elle ne peut pas lâcher, commencez par résumer les avantages de celle-ci avant d'exposer les obstacles que cette idée présente. Parcourez le processus de résolution des problèmes étape par étape. Chaque fois que vous voulez présenter un point, ne vous contentez pas de le dire. Posez une question subtile qui amène l'autre personne à dire exactement ce que vous avez en tête. Continuez en détaillant pourquoi votre idée est meilleure, tout en laissant l'autre faire la majeure partie du travail pour vous. Assurez-vous qu'il ait le dernier mot
en dévoilant la conclusion ou l'idée à laquelle vous voulez qu'il arrive. À ce moment-là, la personne a intégré et traité cette idée et elle s'en sentira responsable. Elle la considérera comme la sienne. Pour couronner le tout, vous pouvez structurer toute cette conversation comme si vous posiez des questions destinées à résoudre des problèmes, auxquels l'autre peut répondre d'une manière qui laisse entendre votre idée, à laquelle vous avez déjà pensé. Vous dites alors, « Je crois que tu as trouvé quelque chose. Tu veux dire que… » Insérez votre idée ici, parce que ce serait absolument brillant. Dans ce cas, l'autre personne se sentira obligée de s'attribuer le mérite de l'idée et il est plus probable qu'elle y adhère que si vous l'aviez suggéré directement au départ. Mettez en avant les avantages de votre demande ou proposition. Prenez-les en compte lorsque vous rédigez votre demande. Par exemple, au lieu de dire « Tu pourrais me rendre un service », ça m'aiderait vraiment beaucoup. Essayez avec « Tu ne regretteras pas de m'avoir aidé ». Voici un autre exemple concret, où vous voulez qu'un collègue vous cède son quart de travail. Je te cède quelques-unes de mes heures en échange d'une rémunération supplémentaire ce mardi. Soyez encourageant et positif pour vous mettre dans une bonne position auprès de quelqu'un, que ce soit dans le but de manipuler ou de manière bienveillante, élever l'estime de soi de quelqu'un est plus efficace que de la détruire avec des critiques. Vous ne faites pas seulement monter leur morale, vous faites également des choses gentilles pour eux afin qu'ils aient toujours des sentiments positifs à votre égard. Les gens veulent que les bonnes personnes réussissent, donc si vous êtes agréable, vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Utilisez l'inquiétude ou la rareté à votre avantage. Lorsque quelqu'un est plus distrait ou dispersé en raison de l'anxiété, c'est une fissure dans son armure que vous pouvez pénétrer. Utilisez des mots qui provoquent du stress et attisez ses peurs les plus profondes concernant ce que vous voulez. Les médias, la politique et la publicité savent depuis des années que propager l'anxiété rend les esprits plus malléables. Tandis que les émotions positives jouent en faveur du manipulateur, les émotions négatives bloquent la pensée créative et la prise de décision. Montrez votre autorité et votre contrôle de la situation. La confiance en soi contribue largement à créer une image de contrôle. En cas de grande émotion, si vous pouvez rester calme et garder le contrôle, en dirigeant les autres sans difficulté, vous devenez un phare de confiance et de discipline à leurs yeux. Les gens écoutent ceux qui donnent l'impression de savoir ce qu'ils font, même si, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que nous faisons. Faites semblant et les gens le percevront. Ce qui aide, c'est de prendre des décisions rapides, d'éviter les imprécisions et de maîtriser le langage corporel et la voix. En parlant de dynamique de groupe, essayer de contrôler plusieurs personnes est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Selon les lois de la conformité, plus il y a de personnes, plus elles se conformeront à la pensée de groupe. Dans les environnements de groupe, les gens cherchent toujours des signaux des autres pour savoir quoi faire ou comment penser. Si au moins 2 ou 3 personnes sont d'accord avec vous, les autres se sentiront obligés de vous suivre, même si elles étaient seules au départ. Faites en sorte qu'elles se sentent comme le protagoniste de l'histoire. Lorsque vous essayez de persuader quelqu'un de manière subtile, tissez une histoire avec vos mots. Créez un récit dans lequel votre objectif est le héros, le protagoniste à succès qui obtient une fin heureuse. Faites-le en jouant sur les vérités et en dramatique certains aspects de la situation. Par exemple, léger, imaginez quelqu'un qui motive son petit frère à mieux performer à l'école en le présentant comme celui qui, malgré les difficultés, finit toujours par réussir. Faites des choses pour les gens, surtout avec de bonnes intentions, mais aussi dans l'espoir qu'ils se sentent redevables envers vous. L'autre face de cette monnaie est de demander des faveurs. Lorsqu'une personne fait quelque chose pour vous, c'est comme si son esprit observait son propre comportement et en concluait qu'elle vous apprécie. Lors de la demande de faveur, il y a 2 techniques que vous pouvez utiliser pour obtenir un oui. La première technique, appelée « pied dans la porte », consiste à faire une petite demande qui sera sûrement acceptée
avant de demander ensuite quelque chose de plus grand. La deuxième technique s'appelle « porte dans la figure ». Dans ce cas, vous faites une demande presque ridicule que votre objectif rejettera probablement. Ensuite, vous faites un retournement en demandant une demande beaucoup plus réaliste, qui joue sur son hésitation à la refuser de nouveau. En raisonnant que ce n'est pas aussi mauvaise que la première, alors pourquoi pas? Avant de faire une demande, commencez par vous présenter comme quelqu'un de proche. Montrez que vous avez quelque chose en commun avec l'autre personne. L'identité et l'appartenance sont de puissants moteurs du choix de quelqu'un. Le fait de sentir que vous les comprenez ou que vous êtes comme eux les rend plus disposés à être de votre côté. Personnalisez votre message. Faites en sorte que votre persuasion ou votre demande soit personnelle pour une personne en particulier. Une étude a découvert que lorsqu'un professeur accompagnait une tâche d'un message personnel sur un post-it, il était plus probable que les élèves fassent leurs devoirs. En plus des influences psychologiques sociales, il existe également des explications spirituelles pour le contrôle mental. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un juste avant de le voir ou de recevoir un message de sa part? Certains experts spirituels croient qu'il existe une synchronisation dans le monde. Si vous pensez à quelqu'un, il est probable qu'il pense à vous. Bien que cela puisse sembler irréaliste, cela vaut la peine de le vérifier. La prochaine fois qu'une personne vous traversera l'esprit, approchez-vous d'elle immédiatement. Notez si elle vous pense également. Dans le meilleur des cas, vous pouvez renouer ou renforcer des relations avec des personnes de votre passé, élargissant ainsi votre réseau et augmentant les opportunités. Si cette loi est valide, cela signifie que vous pouvez aussi vous projeter dans l'esprit d'une personne désirée simplement en pensant à elle délibérément. Cela peut être utile si vous voulez qu'une personne s'approche de vous sans lever le petit doigt. Bien que la lecture de l'esprit et le contrôle mental soient de puissantes tactiques de manipulation, elles nécessitent une lecture précise de la personne que vous voulez influencer. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de comment avoir un œil affûté pour repérer les indices subtils, les détails et les signes qui peuvent nous informer sur la meilleure manière de charmer quelqu'un d'autre. Chapitre 5. Comment observer et analyser les personnes? Observer les gens de près offre les meilleures opportunités pour manipuler le comportement de quelqu'un. La seule façon de savoir ce qui motive une personne est d'observer comment elle agit, ce qu'elle dit et tout ce qui vous donne des indices sur son caractère. Augmentez vos compétences d'observation. Observer et analyser les gens avec succès nécessite d'être présent dans l'instant. Écouter, regarder et remarquer requiert une attention aiguisée. En réalité, les gens montrent toujours qui ils sont et disent qui ils sont. Cependant, nous sommes trop absorbés par nos propres vies et pensées pour nous en rendre compte. Près de 50% de notre temps, nous le passons à vagabonder dans nos pensées. Lorsque vous vous entraînez à être présent, vous pouvez les surprendre, prendre note de tout détail subtil sur eux et le cataloguer pour plus tard. Faire attention peut être difficile si vous n'avez pas la motivation appropriée. Entrez dans les conversations avec un objectif et essayez d'éviter de perdre le fil. Les gens remarquent lorsqu'une personne perd sa concentration sur ce qu'elle dit. Ils peuvent voir que vos yeux deviennent ennuyés ou vitreux. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, car vous risquez de perdre la connexion que vous avez établie avec la personne à qui vous parlez. Comment améliorer l'observation des gens si vous n'avez pas toujours l'occasion de sortir? Entraînez-vous à observer et à analyser les comportements en regardant des films. Les personnages à l'écran expriment souvent les émotions de la manière la plus extrême, mais vous pouvez apprendre à reconnaître les modèles de comportement et les types de personnalité. Commencez par écouter. Les gens vous diront exactement qui ils sont si vous leur en donnez l'occasion. Curieusement, vous pouvez découvrir qui ils sont en écoutant comment ils se décrivent eux-mêmes. Si quelqu'un se plaint constamment de sa santé, il a soit une mauvaise santé, soit cherche de la validation à travers ses préoccupations. Les manipulateurs peuvent utiliser ce dernier cas pour feindre de la préoccupation et valider la personne
jusqu'à ce qu'elles deviennent plus favorables. D'autres peuvent continuer à parler de tout ce qu'ils savent faire. Qu'ils aient raison ou non, ils parlent de manière désespérée pour que tout le monde connaisse leur réalisation. Cela signifie qu'ils sont insécures et ont besoin de prouver leur estime de soi aux autres. En outre, les personnes sûres d'elles-mêmes ne se vantent pas de leurs accomplissements. Elles ont tendance à être silencieusement confiantes ou humbles. Une bonne manière de pratiquer l'écoute est d'entamer une petite conversation. Beaucoup de gens préfèrent éviter les discussions triviales, mais celles-ci jouent un rôle essentiel pour calibrer comment une personne agit au quotidien. Les discussions triviales aident également à établir une référence pour une personne. Lorsqu'on suit son comportement de base, on dispose de quelque chose avec quoi comparer lorsqu'on observe son comportement ultérieur. Cela permet de détecter les choses qui sortent de l'ordinaire. Observez comment les gens se présentent. Certains indices que l'individu expose délibérément en disent long sur qui il est. Ces indices sont appelés déclarations d'identité, qui sont des moyens choisis par les gens pour s'exprimer et faire une déclaration. Par exemple, une personne peut choisir un style vestimentaire particulier pour représenter ses goûts, comme une personne friande de mode de rue ou quelqu'un avec des vêtements soigneusement choisis et coordonnés. D'autres peuvent utiliser des tatouages, une abondance de bijoux, une coiffure spécifique ou des piercings. Chacun de ces éléments est associé à une image. Lorsqu'une personne choisit de montrer ses déclarations d'identité, une partie de la raison est qu'elle aime ce choix, mais une autre partie est qu'elle envoie un message. Analyser les déclarations d'identité peut être intuitif, mais cela nécessite également de creuser et d'approfondir ce que ces éléments peuvent signifier. Observer leurs affaires. Se concentrer uniquement sur les mots, expressions, apparences et actions d'une personne a ses limites. Étendez votre observation aux objets qu'elle possède. Les biens d'une personne et sa relation avec ceux-ci en disent long sur ses préférences, son statut financier, ses valeurs, la manière dont elle prend soin de ses affaires, etc. Un exemple évident. Quelqu'un qui possède de nombreux articles de marque conventionnelle et chers peut être très matérialiste, surtout s'il n'a pas une situation financière confortable. S'il est négligent avec ses affaires, cela indique combien il les valorise. Les gens valorisent les objets pour lesquels ils ont dû fournir des efforts, tandis qu'ils prennent pour acquis ceux qui sont facilement accessibles à tout moment. Observez comment les gens réagissent à vos paroles et actions et utilisez cette information. Par exemple, s'ils se sentent à l'aise près de vous, ils montreront des signes de mimétisme, tant dans leurs paroles que dans leurs actions. Ils adapteront leur langage corporel et la façon dont ils s'assoient et utiliseront même des mots et un style de discours similaires. Souvent, ce mimétisme est inconscient, un signe clair que la personne vous fait confiance. Utilisez l'empathie pour mieux voir à travers les yeux de l'autre personne. C'est quelque chose dont manquent beaucoup de manipulateurs, mais c'est une partie importante pour tirer des conclusions justes. Observez ce qu'ils disent et comment ils le disent. Par exemple, lorsqu'une femme se sent attirée par quelqu'un, son discours devient fluide et rapide, et sa voix devient plus grave. Tous les genres tendent à approfondir leur voix inconsciemment lorsqu'ils parlent à quelqu'un qui les intéresse. Observer comment les gens utilisent les pronoms personnels peut en dire long sur leur statut social perçu. Selon les recherches, les personnes qui utilisent fréquemment les pronoms personnels, je, moi, ont tendance à se sentir plus incertaines ou à se considérer comme ayant moins de pouvoir dans leur situation, leur rôle ou leur relation. La façon dont les gens utilisent les mots et les combinent révèle beaucoup sur ce qu'ils veulent que l'on sache. La plupart des gens ont tendance à dire ce qui leur passe par la tête. Cependant, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations en vous basant sur ce qu'ils disent et ce qu'ils omettent. Si quelqu'un est négligent dans ce qu'il dit, arrivant à prononcer des mots offensants qu'il sait que personne avec accès à Internet ne se sentirait à l'aise de dire, vous savez alors que soit un, c'est un ignorant et il est entouré de personnes qui lui permettent en cela, 2,
il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, ou, s'il l'est, il ne s'intéresse pas au type de contenu socialement conscient, ce qui signifie qu'il n'a jamais vraiment pris cela en compte au départ. Ou 3. Il sait que ce qu'il dit est inapproprié et il s'en moque. D'autres personnes peuvent voir les choses d'une manière qui nécessite de lire entre les lignes. Par exemple, un ami pourrait dire « Mon Dieu, je suis tellement nerveux après avoir pris mon 3e espresso ce matin ». Il s'agit d'une simple affirmation que l'on pourrait faire dans un cadre informel. Cependant, regardez combien nous apprenons de cette phrase. Nous savons que cette personne a bu 3 tasses de café espresso, ce qui peut être interprété comme un désir d'obtenir une validation de la valeur de l'impact. Nous savons aussi que cette personne a dû passer une nuit de sommeil très léger pour avoir besoin de tant de café. Cela peut indiquer un désir de montrer à quel point il travaille dur ou d'obtenir de l'empathie pour sa situation. Lorsque vous mentiriez ou trompez, comment pouvez-vous le repérer uniquement grâce aux signaux non-verbaux? Malheureusement, aucun comportement en particulier n'indique à lui seul un mensonge, ni le regard, ni l'agitation. Cependant, l'auteur Ray Herbert affirme qu'il existe 4 comportements qui, lorsqu'ils se produisent simultanément, peuvent souvent indiquer qu'une personne ment. Ces comportements sont croiser les bras, se toucher ou jouer avec ses mains, se frotter le visage et s'incliner en arrière, s'éloignant. Des recherches montrent que si ces comportements se produisent en même temps, cela peut signifier un mensonge. Comment traite-t-il ceux qui sont en dessous d'eux? La manière dont une personne traite les serveurs d'un restaurant ou d'autres emplois manuels ou à temps partiel, pensez aux chaînes de restauration rapide, aux serveurs, aux concierges, montre son ego. Être grossier avec un serveur montre de l'arrogance et une valorisation du statut social. Vous pourriez analyser ces personnes comme étant ignorantes, déconnectées de la réalité et peu sûres d'elles. Si elles croient vraiment que le respect dépend de la position professionnelle de chacun, il est probable qu'elles viennent d'un endroit privilégié et qu'elles ne comprennent pas la valeur du travail acharné. Ces personnes peuvent facilement être manipulées en caressant leur ego et en flattant leur statut social. Un autre petit truc consiste à faire un compliment à quelqu'un et à observer sa réaction. Un simple et sincère « merci » montre une attitude humble. Lorsque vous parlez à quelqu'un, soyez efficace pour obtenir des informations en posant des questions concrètes. Être imprécis peut prêter à interprétation. Posez des questions qui obligent la personne à répondre directement, c'est-à-dire des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Observez toujours les actions pour voir si elles correspondent à leurs paroles. Respectent-ils leurs promesses? Font-ils ce qu'ils disent qu'ils valorisent? Cela vous montre si la personne a des principes, si elle manque de valeur personnelle, a peu d'exigences, tend à être paresseuse, a des problèmes de motivation, etc. Évitez de tirer des conclusions hâtives. Toutes les informations que vous observez ne sont pas toujours faciles à interpréter en vous basant uniquement sur les preuves. Cependant, parfois vous avez une sensation intuitive en fonction de tous les faits que vous avez observés. Devez-vous faire confiance à votre instinct lorsque vous lisez entre les lignes? Oui et non. Votre intuition concernant les premières impressions peut être assez juste. Cependant, gardez à l'esprit que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Lorsque vous tentez d'influencer quelqu'un, concentrez-vous sur les observations et les faits clairs que vous connaissez avec certitude. Ne faites jamais d'analyse basée sur un comportement que vous n'avez vu que quelques fois. Par exemple, Sarah est une étudiante universitaire qui remarque toujours que Josh se dépêche de faire ses devoirs avant de commencer le cours qu'il partage. Elle suppose qu'il est désorganisé et qu'il remet toujours les choses à plus tard, ce qui le rend paresseux. Elle profite de sa faiblesse pour lui proposer un marché. Elle peut faire ses devoirs contre un paiement. Cependant, Josh révèle qu'il travaille jusqu'à tard et s'occupe de son petit frère lorsque ses parents sont au travail. Il maîtrise suffisamment le cours pour pouvoir accomplir ses devoirs rapidement et, bien sûr, il a une excellente note dans la classe.
Il n'a donc pas besoin du service de Sarah. Dans ce cas, l'analyse erronée de Sarah du comportement de Josh n'a pas tenu compte des facteurs externes, ce qui a fait échouer sa tentative de manipulation. En observant les autres, il y a certaines choses cruciales à éviter de faire. Tout d'abord, ne jamais oublier que le contexte est essentiel pour analyser les motivations d'une personne. C'est pourquoi il est utile de connaître les règles de base du comportement. Lorsqu'un comportement anormal se manifeste, vous pouvez faire des suppositions plus précises en fonction du contexte. Reconnaissez vos propres préjugés. Votre perspective peut nuire à l'analyse des motivations d'une personne. Si vous avez déjà une mauvaise impression de quelqu'un, votre cerveau cherchera automatiquement des signes qui confirment votre opinion. D'un autre côté, les mêmes techniques de persuasion et d'influence du livre peuvent être utilisées contre vous. Il se peut que quelqu'un vous écoute attentivement, vous fasse des compliments, vous demande votre avis et vous fasse sentir comme la personne la plus importante du monde. Dans ce cas, il est probable que vous cherchiez des aspects positifs chez cette personne et que vous en tiriez des conclusions idéalisées. Soyez toujours sceptique à l'égard de vous-même et des autres. Chapitre 6. Comprendre la psychologie du langage corporel. Le langage corporel fait référence aux signaux non-verbaux qui se produisent lors de la communication. La façon dont nous mouvons nos mains, comment nous remplissons l'espace avec notre corps, ainsi que les expressions faciales et les mouvements de tête que nous faisons, forment le langage corporel. Les recherches montrent qu'une grande partie de notre compréhension des autres provient des signaux non-verbaux. Notre subconscient capte des messages sous-jacents du langage corporel qui peuvent orienter notre intuition ou provoquer une sensation viscérale. Le rôle du langage corporel. L'objectif est de rendre ces messages conscients afin que nous puissions mieux analyser les gens à travers le langage corporel. Connaître la psychologie du langage corporel vous aide à ajuster vos interactions pour amener les gens là où vous le souhaitez. Cela vous aide également à avoir une première impression plus précise des personnes. Les mêmes conseils qui vous aident à faire une bonne première impression peuvent vous donner des indices sur la personnalité d'une autre personne. Par exemple, quelqu'un avec la poitrine ouverte et le dos droit, tout en étant détendu, est confiant. Être courbé et fermé peut indiquer de l'inconfort, des nerfs ou une faible estime de soi. Parfois, cela peut simplement signifier une mauvaise posture, ce qui suggère des habitudes de siège malsaines et des routines d'exercice peu fréquentes. Une autre posture qui montre de la tension ou du mécontentement est de croiser les bras sur la poitrine. Cela peut signifier que quelqu'un se désintéresse de vous ou qu'il est ennuyé et souhaite mettre fin à la conversation. D'autres signes incluent le fait de regarder ailleurs ou d'être très agité. Si la tête reste dans une position neutre, cela signifie que la personne est détendue. Si le corps penche en avant ou en arrière, cela peut être un signe de désapprobation. Comprendre les signaux non-verbaux. Les signaux non-verbaux peuvent être divisés en langage corporel positif ou négatif. Il est difficile de déterminer exactement la raison ou le motif d'un comportement particulier. Cependant, le simple fait de connaître la différence entre un comportement positif et un comportement négatif peut suffire. Cela peut vous informer sur le fait qu'il faut aider la personne à se détendre à nouveau et à mieux se mouvoir, ou si vous êtes sur la bonne voie. Lire la posture de quelqu'un est un excellent moyen de voir si cette personne est engagée ou non. Toute posture ou langage corporel qui se dirige vers l'intérieur, est protecteur ou compact, peut être perçu comme négatif. Cela inclut le regard indirect ou détourné. Il peut y avoir des signes d'incertitude ou de stress, comme se déplacer nerveusement, taper du pied, se ronger les ongles ou agiter une jambe avec agitation. À l'extrémité opposée du spectre, le langage corporel, qui est généralement ouvert, sûr de soi et engagé dans la situation est positif. Cela inclut une poitrine ouverte et une posture droite, des épaules détendues avec peu de mouvement ou d'agitation, et une expression qui interagit avec la situation, c'est-à-dire sourire, regarder la scène
ou la personne d'intérêt, établir un contact visuel. Reconnaître les expressions faciales. Il existe deux types d'expressions que les gens utilisent. Les expressions évidentes, qui sollicitent les principaux muscles du visage, et les micro-expressions, qui sont des changements minuscules du visage que nous ne pouvons pas identifier consciemment. Seul le subconscient peut capter les micro-expressions. C'est ainsi que nous obtenons une lecture intuitive d'une autre personne, sachant instinctivement que quelqu'un est de mauvaise humeur ou contrarié. La symétrie faciale en dit également long sur l'état intérieur d'une personne. Les expressions ont tendance à être symétriques, ce qui signifie que l'émotion est évidente des deux côtés du visage. Si une expression faciale est asymétrique, cela peut suggérer que la personne feint cette expression. C'est un meilleur indicateur des rires ou des sourires faux. Regardez les yeux et les sourcils. Le contact visuel en dit long sur la confiance générale d'une personne et son état émotionnel. Il est bien connu qu'un contact visuel constant est un signe de confiance en soi et d'intérêt sincère pour se connecter avec une autre personne. Un contact visuel extrême peut indiquer autre chose. Parfois, cela peut signifier que quelqu'un pourrait mentir, et il tente donc de ne pas paraître nerveux en détournant le regard ou en regardant autour de lui. D'autre part, si deux personnes ont une connexion étroite, maintenir un contact visuel prolongé peut signifier de l'attirance. Si vous observez quelqu'un qui peut habituellement maintenir un contact visuel constant, mais qui détourne le regard, regarde dans l'espace ou baisse les yeux, cela peut être un signe qu'il commence à se lasser de la conversation. Ne le prenez pas personnellement. C'est le bon moment pour capter à nouveau son attention et le recentrer sur ce qui l'intéresse. Pour ce faire, posez une question qui le ramène au sujet. Assurez-vous que vos questions sont spécifiques et ajoutez des informations supplémentaires qu'il pourrait avoir besoin de savoir s'il n'a pas écouté attentivement. Lorsque vous influencez quelqu'un, il est important de rester calme et objectif, tout en utilisant ces conseils pour reprendre le contrôle de la situation. Si quelqu'un cligne trop des yeux, cela peut indiquer de la confusion ou de l'indécision, ou encore un léger stress. Cependant, faites attention, car certaines personnes peuvent avoir les yeux sensibles, cligner des yeux fréquemment ou souffrir de tensions oculaires. Selon le psychologue Matthew Hertzstein, il est impossible de mouvoir les parties internes des sourcils de manière à les élever vers le haut et l'intérieur. Cela n'arrive que lorsque quelqu'un est vraiment triste. Sinon, ses muscles ne peuvent pas se contracter à volonté. Si quelqu'un affiche une expression de tristesse, vérifiez ses sourcils pour voir s'il feint ou non. Les jambes croisées ou les chevilles verrouillées peuvent être une position confortable. Cela peut également indiquer de l'anxiété ou du stress, surtout si les pieds ne tremblent. Tout type de tapotement ou de mouvement excessif, si cela est anormal pour la personne concernée, montre un niveau d'inconfort. Dans le cas de certaines personnes qui font cela tout le temps, cela montre qu'il s'agit d'un mécanisme constant pour gérer leur anxiété. Pour les manipulateurs, cela pourrait être une opportunité pour exploiter leur peur. Si vous suspectez que quelqu'un souffre d'anxiété, essayez d'être chaleureux, de parler clairement et de manière factuelle. Utilisez des questions qui ne le mettront pas mal à l'aise et maintenez une atmosphère détendue avec un ton léger et humoristique. Lorsqu'ils sont détendus, ils sont à leur meilleur. Identifiez les différents types de sourires. La façon de sourire révèle les émotions sous-jacentes. Le signe le plus évident d'un sourire faux est que les yeux ne présentent pas les rides qui indiquent un sourire sincère. Un vrai sourire, également connu sous le nom de sourire de Duchenne, implique également les muscles autour des yeux, qui apparaissent sous forme de pas de doigts. Cependant, certaines personnes peuvent simuler un sourire avec les yeux, donc il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. De plus, toutes les fausses sourires ne signifient pas nécessairement un mensonge. Le sourire social est celui utilisé pour montrer de la convivialité à des connaissances, des collègues et d'autres personnes avec lesquelles on n'a pas de relation étroite. C'est le sourire pour maintenir les convenances sociales.
Ce que l'on peut supposer avec certitude d'un sourire faux, c'est que la personne ressent quelque chose de différent de ce qu'elle veut montrer ou qu'elle est distraite. Il existe un autre type de sourire qui cherche à montrer du pouvoir. Au lieu d'un vrai sourire, le sourire dominant est plutôt une grimace. Il est tordu, souvent en utilisant un côté de la bouche et accompagné d'yeux mi-clos ou brillants. Analysez les mouvements du corps. Les gens ont tendance à utiliser les mains et les bras lorsqu'ils communiquent, certains plus que d'autres. Si les paumes des mains de quelqu'un sont tournées vers la personne en face, cela peut signifier de la confiance, de l'honnêteté ou une volonté de communiquer. Pour savoir si quelqu'un est intéressé par ce que vous dites, regardez comment il place sa tête. S'il hoche lentement la tête, cela peut indiquer que vos paroles l'intéressent. S'il hoche la tête rapidement, à moins que ce soit une habitude courante, cela signifie qu'il est impatient que la conversation se termine. Si vous trouvez quelqu'un qui hoche la tête plus rapidement que d'habitude, il vous faudra trouver un moyen de le ramener à votre attention. Les gestes sont un comportement non verbal révélateur, qui inclut 3 types: les gestes illustrateurs, les gestes manipulateurs et les gestes emblématiques. Les gestes illustrateurs sont des mouvements que l'on fait pour souligner ou accompagner ces mots. Les personnes qui utilisent leurs mains pour parler utilisent des gestes illustrateurs. Ils sont généralement utilisés pour ajouter plus d'informations visuelles qui soutiennent les paroles. Les gestes manipulateurs sont un autre type de langage corporel, plus inconscient. Ils impliquent des actions comme s'agiter, se gratter, se frotter la peau, se toucher le corps, etc. Malgré le nom, ils n'ont rien à voir avec la manipulation. Quant aux gestes emblématiques, ce sont des mouvements culturels utilisés délibérément pour remplacer des mots ou les mettre en avant. Par exemple, faire des guillemets avec les doigts est un geste emblématique courant dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. Bien que beaucoup pensent que les gestes manipulateurs peuvent signifier que quelqu'un ment, les recherches ne le confirment pas. Une personne qui s'agite peut signifier qu'elle est inconfortable ou stressée. Cela dépend de son comportement habituel. En revanche, les gestes emblématiques sont plus fiables pour deviner si quelqu'un ment ou cache quelque chose. Écoutez les changements dans le discours. Faites attention à la voix de quelqu'un. Tout changement dans le ton, l'intonation ou la vitesse peut offrir un aperçu de son état émotionnel. En revanche, une personne qui est abattue ou déprimée parlera sur un ton plus bas et à un rythme plus lent, interrompant souvent. Parler plus rapidement ou plus fort que d'habitude peut indiquer un état d'excitation ou une humeur élevée. Le contexte est important. Souvenez-vous de l'importance du contexte. De nombreux experts s'accordent à dire que le comportement a rarement une signification unique. Le langage corporel dépend de nombreux facteurs. Pour déterminer avec précision l'état intérieur d'une personne en se basant sur son langage corporel, il faut d'abord calibrer sa ligne de base. Une fois que vous aurez une lecture précise des habitudes qu'elle exhibe normalement, vous pourrez être attentif à tout comportement inhabituel. Chapitre 7. Utilisez l'hypnose pour obtenir ce que vous voulez. Pour beaucoup de gens, l'hypnose évoque l'image d'un pendule qui va et vient devant les yeux et de motifs en noir et blanc qui hypnotisent l'attention. Les médias ont toujours présenté l'hypnose comme un tour de magie ou une manière malveillante de contrôler quelqu'un. Cependant, de nombreuses idées reçues sont erronées. En réalité, l'hypnose est une pratique réelle, utilisée par une grande variété de personnes, et elle se pratique de manière plus subtile que ce que l'on pourrait penser. Des hypnotiseurs aux hypnothérapeutes, en passant par les magiciens et les manipulateurs, l'hypnose peut être utilisée pour diverses raisons. Dans ce chapitre, nous parlerons de ce qu'est l'hypnose et de son fonctionnement. À la fin, vous pourrez reconnaître les signes indiquant si quelqu'un tente de vous hypnotiser contre votre volonté, ou vous pourrez essayer vous-même certaines techniques avec des participants volontaires. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose est un état de transe dans lequel votre conscience est complètement orientée vers l'intérieur.
presque comme si vous rêviez tout en étant éveillé. Être en transe signifie que vous êtes absorbé par votre monde intérieur. Pensées, idées, images, et que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes-vous déjà perdu dans un livre captivant? Avez-vous déjà pris un chemin familier et vous êtes-vous retrouvé à destination sans vous souvenir du trajet? Ce sont des formes de transe de faible niveau que nous expérimentons au quotidien. Une autre activité qui ressemble à une transe est la méditation profonde, qui peut aider à l'auto-hypnose. Dans l'hypnose, l'objectif est d'induire un état de transe puissant et profond qui déconnecte la personne de son monde extérieur. L'attention de la personne se concentre entièrement sur ses pensées intérieures, ses émotions et son imagination, au point que ces choses se sentent plus solides et réelles. En d'autres termes, c'est un état où l'esprit subconscient devient plus accessible. Être hypnotisé se situe juste entre l'éveil et le sommeil, ce qui signifie que les défenses cognitives habituelles sont faibles. La raison et la rationalité ne s'interposent plus. Ainsi, la personne qui mène la séance d'hypnose peut influencer l'esprit subconscient plus facilement. Pourquoi hypnotiser? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut vouloir pratiquer l'hypnose ou hypnotiser les autres. L'hypnose peut être utilisée pour la thérapie psychologique, plus précisément connue sous le nom d'hypnothérapie. De manière plus évidente, les professionnels de l'hypnose peuvent hypnotiser une autre personne, avec son consentement, pour changer certains aspects de ses habitudes, croyances ou personnalités. Par exemple, perdre du poids, arrêter de fumer, guérir une maladie ou améliorer la confiance en soi sont des motivations courantes pour recourir à l'hypnose. D'autres pourraient hypnotiser une autre personne de manière plus égoïste pour qu'elle se soumette à leur volonté. Cela est généralement difficile, à moins que le professionnel ne trompe le participant pour le faire se soumettre à l'hypnose, en le hypnotisant pour une raison différente de celle convenue. Sinon, étant donné qu'une séance d'hypnose nécessite beaucoup de temps et de patience, il n'est pas possible de forcer les gens à entrer dans un état d'hypnose à tout moment. Comment fonctionne l'hypnose? Tout d'abord, bien que certains experts ne soient toujours pas sûrs, le consensus est que l'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté. La séance d'hypnose nécessite un certain temps. Le participant doit être complètement détendu avant de pouvoir entrer en transe. Les 10 premières minutes sont consacrées à calmer l'esprit et le corps du participant, généralement à l'aide de respiration guidée et de stimuli doux. Plus cette partie de la séance, appelée induction, dure, plus la séance sera réussie. Se précipiter dans la phase de suggestion échouera si la personne reste consciente de ce qui se passe. De plus, un principe fondamental de l'hypnose est la collaboration avec le participant. Pour que vos suggestions fonctionnent, le participant doit collaborer avec vous. Plus vous parvenez à le guider vers un état de relaxation, plus il sera confiant et disposé à être induit. Pour ce faire, utilisez des suggestions qui amènent le participant à une transe plus profonde. Commencez toujours par guider son rythme de respiration. Après 5 à 10 respirations, vous l'avez déjà plus détendu. Maintenant, donnez des suggestions qui augmentent cette relaxation. Par exemple, dites des phrases comme « Chaque respiration que tu prends te rend de plus en plus détendu » ou « Inspire la paix, expire le stress ». Vous pouvez même dire « Ressens comment ton corps s'enfonce encore plus dans un état de relaxation ». À chaque fois, le participant pensera qu'il ne pourrait pas être plus détendu, mais avec chaque affirmation, il parvient encore à relâcher davantage la tension de ses muscles. Une façon d'amener le participant à un état hypnotique est de diriger le mouvement oculaire rapide, REM, qui est un indicateur de la phase la plus profonde du cycle de sommeil. Pour ce faire, il suffit de demander au participant de fermer les yeux, puis de les lever comme s'il essayait d'atteindre l'arrière de son crâne. Sous ses paupières, vous verrez les yeux se déplacer en faisant cela. Imitant la phase REM, le cerveau se prépare à dormir
ce qui permet aux participants d'entrer en transe beaucoup plus rapidement. Pour vérifier si vos participants sont hypnotisés avec succès, vous verrez qu'ils ont automatiquement une respiration plus profonde et plus stable, que leurs membres ou leurs doigts bougent de façon incontrôlable ou que leur tête se balance. Peut-être que la partie la plus critique de l'hypnose est votre voix. La façon de parler doit avoir un rythme apaisant, presque comme si vous lisiez de la poésie. Gardez un ton doux comme du beurre et mettez l'accent sur des mots spécifiques du sujet. Par exemple, lorsque vous essayez d'hypnotiser quelqu'un pour qu'il soit moins en colère ou moins réactif, vous pourriez insister davantage sur des mots comme calme, paix, douceur et autocontrôle. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas habituel de commencer une séance d'hypnose sans avoir mémorisé un script. Il est très rare que des professionnels expérimentés le fassent sur le vif, à moins qu'ils ne soient très aguerris et aient pratiqué les techniques les plus efficaces plusieurs fois. Vous pouvez présenter vos suggestions pendant l'hypnose en utilisant des affirmations, des visualisations guidées ou les deux. Les visualisations guidées plongent les participants dans des histoires qu'ils peuvent visualiser. Par exemple, vous pouvez demander aux participants de s'imaginer dans l'état ou la situation souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser une métaphore, comme voler tel un oiseau pour représenter la liberté, ou flotter sous une cascade pour représenter l'abandon du contrôle. Lorsque vous exprimez vos suggestions, vous pouvez être très créatif à ce sujet, tant que vous répétez des mots-clés qui s'ancrent dans l'esprit inconscient. Dans les dernières étapes de la séance, vous devez vous assurer que vos suggestions restent gravées dans l'esprit du participant. Pour cela, votre langage doit être ferme et concluant pour convaincre le participant que les suggestions sont désormais une réalité. Par exemple, vous pourriez dire « Maintenant, tu es la personne confiante que tu voulais être » ou « Maintenant, tu profiteras de plus en plus de ton travail ». Cela donne aux participants l'attente que les effets sont permanents et continus, en faisant appel à l'effet placebo, ainsi qu'à la puissance de l'hypnose. Avant de clore la séance d'hypnose, vous devez veiller à ce que le participant retourne en douceur à son état conscient. Une manière de le faire est de guider le participant à travers un rythme de respiration, puis de compter jusqu'à un certain nombre, que ce soit 10, 20 ou 100. Par exemple, vous lui diriez « Je vais compter à rebours depuis 100 et lorsque j'arriverai à 0, tu reviendras à ton état de veille. » Une autre méthode consiste à dire aux participants de prendre conscience de son corps et de ses sensations physiques. Dites-lui de commencer à bouger les orteils, puis les chevilles et les jambes, et de remonter progressivement dans tout le corps. Il devra revenir à son état conscient de manière progressive. L'hypnose est plus efficace lorsqu'elle est réalisée sur plusieurs séances. Il est aussi utile de répéter les suggestions utilisées lors de la séance lors d'interactions informelles, comme complimenter quelqu'un sur la confiance qu'il semble avoir en lui. Chapitre 8. Qu'est-ce que la programmation neurolinguistique? Et si l'on pouvait hypnotiser les gens dans la vie quotidienne? Un cran en dessous de l'hypnose se trouve la programmation neurolinguistique, qui est une manière subtile d'influencer les autres lors d'une conversation informelle. C'est une forme de persuasion cachée, où l'objectif ne sait pas qu'il est en train d'être persuadé de faire quelque chose. La programmation neurolinguistique, ou PNL, repose sur des signaux verbaux et des schémas de communication sous-jacents pour inciter l'esprit subconscient à répondre de la manière souhaitée. Dans les années 70, le linguiste John Grinder et son partenaire Richard Bandler se sont associés pour développer une alternative à la psychothérapie. Ils ont créé la programmation neurolinguistique, une forme de thérapie qui peut être utilisée avec ou sans un professionnel. Comment fonctionne la PNL? Décomposons le fonctionnement de la PNL à travers son nom. Neuro fait référence au processus neurologique par lequel le cerveau prend l'information extérieure. Linguistique désigne la diction et la syntaxe que vous utilisez dans votre langage.
Enfin, programmation est la façon dont votre esprit perçoit la combinaison des stimuli externes et de l'information linguistique. Concrètement, la programmation neurolinguistique superpose des messages subtils dans les mots que vous prononcez. Dans ce sens, elle peut inclure délibérément certains signaux de langage corporel pour inculquer une signification sous-jacente. La personne à qui vous parlez peut trouver vos mots ordinaires, mais son subconscient reçoit un coup de pouce vers un choix ou une action spécifique. Comment utiliser le langage dans la PNL? Avec la PNL, vous devez utiliser le langage indirect à votre avantage. Le succès de la PNL dépend de la manière dont vous pouvez manipuler la conversation de façon subliminale. Une façon de le faire est d'inclure des ordres dans ce que vous dites. Un ordre incrusté est un ordre très subtil transmis par l'accentuation. L'ordre sera indirect, entrelacé, dans des phrases plus longues pour ne pas donner l'impression que vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Cependant, l'ordre est mis en évidence par des signaux à travers le ton, le rythme de la parole ou le langage corporel. Cela fonctionne parce que ces changements dissimulés dans la manière de dire les choses attirent l'attention du subconscient. Par exemple, vous pouvez exprimer l'ordre d'une manière légèrement plus forte ou plus lente que le reste des mots. Voici quelques façons de manipuler le langage et les interactions pour amener les gens à être plus d'accord avec vos opinions ou suggestions. Considérez les adverbes et adjectifs. La façon dont vous entrelacez les adverbes et les adjectifs dans les phrases peut affecter la réponse des gens. Pour un rappel rapide, les adjectifs sont des mots descriptifs qui modifient leur poisson les noms, comme rapide, brillant, intelligent, doux, faible, etc. Les adverbes sont des mots qui décrivent comment une action est réalisée, comme rapidement, gentiment, doucement, facilement, etc. Alors, comment peut-on utiliser les adverbes et les adjectifs pour influencer les gens via la PNL? Essentiellement, ces mots créent une hypothèse dans l'esprit subconscient de la personne. Par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un « Quand tu commenceras à découvrir rapidement l'immense potentiel que tu as en toi, tu seras étonné de ce que tu trouveras. » Cette phrase sous-entend que la personne a un immense potentiel. Alternativement, vous pouvez demander « Quand t'es-tu rendu compte de la difficulté de ton nouveau programme d'études? » Cette question suppose ou présuppose que le programme d'études est un défi. Rédiger les affirmations de cette manière fait en sorte que les gens acceptent comme vraie l'hypothèse faite, dans le but de contourner la réponse. Limitez les options. Ce joli jeu de mots limite les options que vous donnez à quelqu'un et garde sous contrôle toute décision qu'il prendra. On le fait sans vouloir quand on souhaite que l'autre personne choisisse parmi les options que nous préférons. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser délibérément pour inciter quelqu'un à faire ce que vous aimeriez qu'il fasse. Au lieu de demander « Qu'est-ce que tu veux manger? » Demandez « Tu veux manger de la pizza ou de la nourriture chinoise? » Les gens ne se sentent pas seulement accablés par une multitude d'options et de questions ouvertes, mais en limitant leur choix, vous créez l'illusion qu'ils ne peuvent de choisir que parmi ceux que vous suggérez, même s'ils savent qu'il y a d'autres options disponibles. Ciblez leurs valeurs de manière subliminale. Tout comme les tactiques de manipulation précédentes, il est essentiel de connaître les goûts, les aversions, les objectifs et les peurs de votre cible. La base de la PNL est une relation solide. Vous devez établir une connexion forte avec des compétences interpersonnelles, ainsi que recueillir des informations qui vous aident à comprendre leurs valeurs. Si vous connaissez leurs valeurs, vous pouvez intégrer des messages dans votre conversation qui s'adressent à ce qui est le plus important pour eux. Cela aide non seulement lorsque vous leur demandez une faveur, mais aussi lorsque vous les persuadez d'essayer un certain comportement. Tant que vous restez dans les limites de leur morale, vous pouvez les amener à accomplir n'importe quel acte en le liant à une valeur forte qui leur tient à cœur. Les vendeurs le font souvent. Ils découvrent quel est le plus grand problème d'un client, ce qu'ils valorisent le plus, et trouvent comment promouvoir leurs produits en le reliant à cette valeur. Si le client est un grand écologiste,
le vendeur peut mettre en avant les caractéristiques durables de son produit, les matériaux organiques ou les emballages à faible gaspillage. Utilisez stratégiquement et versus mais. Cette technique peut être utilisée pour encadrer une situation de manière à obtenir la réaction souhaitée. Vous pourrez ainsi mieux les persuader de suivre votre suggestion selon la façon dont vous la présentez. La façon de présenter l'information peut facilement susciter différentes opinions en fonction de la présence de « et » ou « mais ». Si vous voulez mettre en avant quelque chose de manière positive, vous utiliserez « et ». Si vous voulez encadrer quelque chose de manière négative, vous utiliserez « mais ». Considérons la déclaration suivante qu'un manager pourrait dire à un employé « Tu as atteint les objectifs de vente le mois dernier et ce mois-ci, ta performance est inférieure. » En raison du « est », cette déclaration semble plus neutre et objective. L'employé pourrait considérer cela comme si son patron présentait simplement un rapport sur sa performance. Maintenant, imaginez que le patron dise « Le mois dernier, tu as atteint les objectifs de vente, mais ce mois-ci, ta performance est inférieure. » Dans ce cas, l'employé a l'impression que son patron est déçu et attend mieux de lui, ce qui le pousse à travailler plus dur le mois prochain. Si le patron disait « Ce mois-ci, ta performance est inférieure, mais le mois dernier, tu as atteint les objectifs de vente », cela semble moins négatif car cela se termine sur une note positive. L'employé pourrait sentir que son patron excuse sa performance récente en raison de ses excellents résultats précédents. Il ne se sent pas plus motivé à travailler plus que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, la façon d'exprimer la même situation peut influencer la réaction et le comportement futur d'une personne. Modélisation. Un élément clé de la PNL est la modélisation, qui décrit comment on peut imiter une autre personne pour adopter son état d'esprit. Les gens peuvent utiliser la modélisation pour se mettre dans la perspective d'une personne réussie ou de quelqu'un qui peut accomplir ce qu'il veut faire. Elle peut également être utilisée pour amener une autre personne à mieux voir et comprendre votre perspective. Un exemple de modélisation est de changer de siège avec quelqu'un avec qui vous débattez ou que vous souhaitez convaincre. Si vous avez du mal à amener l'autre personne à voir votre perspective, demandez-lui de changer de siège ou de position et de prendre la vôtre. Le changement de position provoque également un petit changement de perspective, à la fois au sens littéral et figuré. En prenant votre place, étant physiquement là où vous étiez avant, ils se sentiront beaucoup plus en phase avec votre argument ou idée. La modélisation fonctionne aussi pour aider les autres à réussir dans une tâche ou une fonction donnée. Un directeur dans un centre de travail peut utiliser cette technique pendant une séance de formation pour ses employés. Par exemple, il peut faire une démonstration en direct ou enregistrée d'un employé performant. Ensuite, il demandera aux employés de copier exactement ce comportement. L'idée est qu'agir comme l'autre transmet également l'état d'esprit, la motivation ou les croyances de ce modèle à la personne. Une autre façon d'utiliser la PNL à travers les signaux comportementaux ou le langage corporel est avec la technique du mirroring. Cette technique décrit l'acte de copier le langage corporel ou le style de parler de la personne avec qui l'on parle. Chez les psychologues et thérapeutes, le mirroring est une partie essentielle des séances avec les clients. Si le client croise les jambes, le thérapeute fait de même. Si le client se courbe, le thérapeute se courbe aussi. En ce qui concerne les styles de parole, refléter l'autre peut signifier utiliser un vocabulaire similaire, égaler son ton ou parler aussi formellement ou informellement que lui. Les gens se sentent plus attirés par ce qui leur est familier, et quoi de plus familier que leurs propres habitudes de comportement. Refléter le comportement de l'autre crée également une connexion plus profonde avec la personne, comme si vous étiez synchronisés. Ils se sentiront plus à l'aise et confiants. Bien sûr, il est important de refléter les autres avec discrétion pour que cela ne paraisse pas évident ou moqueur. De même, pratiquez des activités qui vous maintiennent synchronisés avec l'autre personne
établit aussi cette connexion qui vous rend irrésistiblement persuasif. Cela inclut marcher ou courir à côté de quelqu'un ou danser ensemble. Lorsqu'on effectue une activité physique qui nécessite de rester proche de l'autre, tout se synchronise. Vous commencez à respirer au même rythme et à bouger en harmonie. Il est très difficile de ne pas être d'accord ou de discuter avec quelqu'un lorsque vous réalisez ces activités. Si vous voulez inviter quelqu'un à sortir, par exemple, demandez-lui pendant que vous marchez ensemble. La programmation neuro-linguistique est une manière astucieuse de mettre les autres de votre côté sans trop d'efforts ni de persuasion évidente. Mot de la fin. Les tactiques de manipulation se présentent de nombreuses manières différentes, certaines plus évidentes et d'autres plus subtiles. La manipulation est un grand parapluie sous lequel se trouvent une multitude de modalités. De l'influence émotionnelle aux techniques de persuasion, en passant par l'analyse de la psychologie des personnes et l'observation du langage corporel, toutes ces techniques font partie des compétences générales utilisées pour influencer et diriger les gens. Comme pour tout le reste, la plupart de ces compétences ne sont pas intrinsèquement mauvaises ou manipulatrices. En réalité, un manipulateur qui veut ôter à quelqu'un sa liberté de choix ou sa pensée autonome dans une situation mettra en pratique ses compétences de manière détournée. Cependant, certaines techniques sont, en essence, immorales, comme le gaslighting, le mensonge ou l'évasion de la culpabilité. Un leader fort utilisera certaines des formes d'influence de niveau supérieur pour renforcer son charisme et son pouvoir sur un groupe de personnes. Contrairement aux manipulateurs trompeurs, ce charme ne sera pas superficiel. Il faut bien plus que des raccourcis bon marché pour capturer réellement l'esprit de quelqu'un et le mettre de son côté. Par exemple, il faut du temps et de la patience pour comprendre les forces, les faiblesses, les motivations et les points de douleur des gens avant de pouvoir exercer un pouvoir effectif sur eux. D'autre part, beaucoup de ces techniques peuvent être utilisées pour provoquer un changement positif. Lorsqu'elles sont utilisées avec de bonnes intentions et avec plus de transparence que ne le permettent les manipulateurs, elles peuvent influencer l'esprit des gens pour une cause honorable ou une idée que vous croyez aidera beaucoup de personnes. Les compétences en influence sont essentielles dans les postes en entreprise, dans les emplois à but non lucratif et dans toutes les tâches qui nécessitent du leadership et du travail en équipe. Même au niveau individuel, vous pouvez vous défendre lors de la négociation d'un salaire plus élevé, demander une promotion, traiter avec des membres de la famille difficiles et persuader vos amis sur des sujets qui les bénéficieraient. Au minimum, connaître les stratégies de manipulation peut vous aider à les rejeter lorsqu'elles sont utilisées avec malveillance. Cela peut vous aider à couper court aux mensonges et à prendre des décisions plus logiques, malgré la pression du manipulateur sur vous. Apprenez ces tactiques, entraînez-vous à les reconnaître dans la vie quotidienne et revenez à ce guide chaque fois que vous aurez besoin de les réviser. C'est là que réside la véritable force de comprendre comment fonctionne la manipulation. Vous pouvez éviter de vous laisser influencer sans le savoir et protéger votre indépendance. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.